Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Canada International, bienvenue sur le débrief de l'actualité. Demain s'ouvre au Cameroun en termes d'information une session extraordinaire du côté du Parlement à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. 2 jours cela après la fermeture d'une session ordinaire qui est consacrée traditionnellement au Cameroun à l'examen, puis à l'adoption du budget de l'exercice de l'État du Cameroun pour l'exercice suivant. Eh bien, il est dit que pourrait être abordé à l'occasion de cette session extraordinaire des questions liées à la double élection législative et municipale prévue au Cameroun pour se tenir le 9 février 2020, notamment le problème de délégués du gouvernement auprès d'un certain nombre de communautés urbaines au Cameroun. Cela dans la perspective d'un statut on ne peut plus spécial des régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. La loi ne reconnaissant que les régions et les communes en termes de collectivités territoriales décentralisées, ce qui n'est pas lié à l'élection. À l'occasion de cette session extraordinaire qui pourrait donc démarrer demain, ce sont d'autres modifications de la loi fondamentale, la Constitution. Ces attentes-là, on va les examiner ce soir, bien entendu en compagnie de nos invités qui sont déjà pour certains royalement installés dans ce studio. Je vais commencer par l'élu de la nation, l'honorable Joseph Kanke. Honorable, bonsoir. Bonsoir mon cher Gisela. Vous êtes député RDPC à l'Assemblée nationale, mais on a surtout la chance de vous avoir en tant que enseignant, professeur donc des universités d'ici et d'ailleurs. Vous enseignez principalement le droit public et le droit constitutionnel en particulier. Oui, j'enseigne le droit constitutionnel en particulier. J'ai assumé ce cours magistral à l'Université de Champs pendant plus de 10 ans avant d'être élu député, et depuis que je suis député, je n'ai pas cessé de faire les cours de droit public dans cette université dans le cadre de ma participation au développement de l'université camerounaise ou encore au développement de mon pays. Vous savez, quand on est élu député, on est en position de détachement d'office à l'Assemblée nationale. Bien entendu, donc, oui. pour ces cours, je n'ai pas une rémunération. Je paye mon carburant, je n'ai pas aidé mes compatriotes étudiants. J'apporte un secours à mon département, le département de droit public, de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Champs. J'y suis et je continue à faire cours là-bas depuis que j'ai été élu député en 2019. Donc j'ai toujours continué à enseigner. Et ça, c'est tant mieux pour la formation des Camerounais, mais également des étrangers dont on sait qu'il y en a qui viennent se former au Cameroun. Alors, monsieur le professeur, demain s'ouvre une session extraordinaire. C'est du pain béni pour les élus de la nation, députés que vous êtes. C'est une autre phase de travail des parlementaires. Les 2 chambres ont été convoquées pour demain dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous allons nous mobiliser pour être tous présents à l'hémicycle de Ouekele demain pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Ça commence à 11h et certainement avec ce début, c'est un début de travail, je dirais, important parce que vous savez tout ce qu'on a terminé la session ordinaire. Il y en a 3 par an, la session de mars, la session de juin, la session de novembre. Et là, pour la première fois depuis que je suis élu député en 2013, c'est la première fois, disais-je, que je dois assister à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. En tout cas, on aura l'occasion de faire dévoiler par vous-même expert en la matière quels pourraient être les contours de cette session extraordinaire. C'est généralement de l'inédit sous le ciel du renouveau. J'accueille maintenant le docteur Joël Meyolo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Gisèle. Vous aussi enseignant d'université. J'ai la chance de vous avoir sur ce plateau ce soir. Et bienvenue sur ce plateau du débrief de l'actu sur Canada International. Enseignant d'université, universitaire. Mais je voudrais, pour bien montrer à nos téléspectateurs ce pourquoi nous vous avons invité, donc on a la chance de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « L'Assemblée nationale fédérale du Cameroun, 1962-1973 ». Donc, c'est à pic que vous êtes sur ce plateau. Oui, disons que l'histoire parlementaire camerounaise, telle que moi je la conçois, commence véritablement en 1962, après la réunification, parce que le Cameroun, tel que moi je le perçois, c'est un territoire aux 475 000 km². Et seulement cette réalité, sans compter l'espace maritime, qu'on oublie souvent dans les écoles, mais l'espace territorial que nous contrôlons est de 475 442 000 km². Pour être exact. Et ce Cameroun-là, il est une réalité à partir du 1er octobre 1961, avec la réunification. Et donc, l'Assemblée nationale fédérale, issue de la réunification, est pour moi d'un très grand intérêt. Parce que c'est la première institution qui a pu regrouper en son sein les Camerounais des 2 rives du Mongo. Et donc, pour moi,
elle devait être, à la limite, je dirais pas célébrée, mais elle devait être gardée, on devait la garder en mémoire. Et pourquoi pas devenir l'épicentre de la construction d'une entière narrative camerounaise. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. J'accueille maintenant l'un de vos anciens collègues à l'Assemblée nationale. Surtout un de mes anciens députés. Il m'a représenté pendant des années à l'Assemblée nationale. Vous voulez le présenter pour moi, honorable? Non, vous allez faire votre travail. Votre travail à votre place. Simeon Numba, bonsoir monsieur. Bonsoir. Et à tous les panélistes. Il est de bon temps de rappeler que mon frère Kanke, j'ai été une inspiration politique pour lui. Parce qu'à mon premier mandat, il est venu à la maison se ressourcer et il a pris l'élan, il est devenu député. Ah d'accord. Et donc vous partagez un certain nombre d'idéaux. Tout à fait. C'est mon frère, on se connaît très bien. Ah ça c'est très intéressant. Simon Numba, vous êtes dessus. Vous étiez en train de... Vous aviez pratiquement tout constitué en termes de dossier. Vous avez payé le cautionnement et Maurice Kamto vous a dit d'arrêter cela. En fait, ça répond à une ligne politique, à une certaine logique. Donc en réalité, je ne suis pas dessus. Qui va payer la note? En tout cas, chaque militant doit payer la note. Parce que si quelqu'un a déposé, par exemple, 1 million pour payer sa caution et qu'il arrive à ne pas être candidat, ce n'est pas beaucoup pour, comme un investissement pour son parti, en fait. Donc ça c'est pour soutenir, on peut dire que c'est pour soutenir l'idéologie du parti, la ligne que le parti s'est donnée pour mieux représenter le peuple camerounais. Parce que je crois que la préoccupation du MRC et la préoccupation, ça répond aux attentes des Camerounais, de la grande majorité, je vous le dis. Ben, si je posais la question de savoir qui va payer la note, parce que je vous savais avoir complètement déjà constitué votre dossier et vous êtes d'ailleurs rentré un peu dans vos tripes pour un certain nombre de dépenses liées effectivement au dépôt de cette candidature, et vous avez envisagé une campagne à partir de vos fonds propres. Vous les avez perdus, c'est terminé. Ah, je veux également vous rappeler, par exemple en 2013, quand j'ai entré au MRC, monsieur, à l'occasion des élections de 2013, j'ai dépensé plus de 23 millions, parce que c'est moi qui ai implanté pratiquement le parti dans la région de l'Ouest. Donc ce n'est pas pour un problème de dossier que je vais en pâtir quand même. Très bien. Alors, vous avez fait 2 mandats à l'Assemblée nationale. Combien de fois vous souviennent-ils d'avoir fait des sessions extraordinaires? De quoi s'agissait-il? Bon, je crois que je dois me souvenir que les sessions extraordinaires sont nées à partir de 2012, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait la prolongation des mandats de députés. Il y avait notamment le code électoral. Je rappelle qu'on a dû faire une session extraordinaire pour présenter effectivement le mandat député, et le code électoral. Et je voulais me rappeler, parce que c'est de l'Allemagne, à Bonn, en 2012, parce que j'étais en mission, qu'on m'a appelé pour me dire, voilà, on vient de convoquer une session extraordinaire pour l'adoption, enfin pour un projet de loi portant sur le code électoral. Bon, et nous estimons également qu'à cette occasion de la session extraordinaire, on doit revisiter ce code électoral. Parce que je vous rappelle, si on révisite ce code électoral, ce sera pour la 3e fois. Parce qu'en 2012, je crois... Vous y croyez? Rentrons dans notre sujet ce soir. Vous y croyez, la révision du code électoral? Je crois fermement, pour un Cameroun prospère, pour un Cameroun en paix, je crois que c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Honorable Kanke, c'est également les espoirs que vous nourrissez, vous en tant que député d'Axis, qui est sur le qui-vive, qui est sur le pendant de la scène, les espoirs que vous nourrissez, je voudrais que vous disiez un mot par rapport aux aspects qui sont liés à l'élection, dont on sait que c'était au Cameroun le 9 février 2020. Il y a le code électoral, il y a la question de la décentralisation. Alors, est-ce qu'on peut impérativement partir vers la modification du statut des régions dites anglophones? Je vous remercie pour cette préoccupation. De toute façon, nous ne faisons que des supputations. Et parce que nous sommes en train de faire des supputations, c'est difficile de dire ce soir avec exactitude ce qui va se passer comme l'ordre du jour de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui commence demain. Mais quand on fait des supputations, on réfléchit éventuellement sur des sujets qui peuvent être portés à l'ordre du jour. Mais moi, personnellement, quand j'y réfléchis, je pense plus précisément à l'accélération du processus de la décentralisation. Je pense au statut spécial des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
pour apporter une éventuelle solution au problème, je dirais, à la situation qui prévaut actuellement dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous sortons d'un grand dialogue national avec de nombreuses résolutions. Il y avait 8 commissions qui ont travaillé. Les 8 commissions ont pris de nombreuses résolutions. Et je pense qu'il est temps peut-être d'implémenter ces résolutions. Surtout, comme je l'ai dit, les gens ont tout confondu parce qu'il y en a qui ont cru que j'étais militant du MLC ou bien je suis rapproché du professeur Moïse Kantonan. Moi, j'ai dit que... Cela peut arriver dans votre... c'est pas possible. Moi, je suis militant du bas du RDPC. Je connais les textes de base de mon parti. Je suis chargé de mission au secrétariat général du comité central du RDPC, nommé en 2008 par le président national. Donc, je peux dire que je suis un haut cadre du parti. Et en cette qualité, nous sommes complètement infondés au sein du RDPC. Moi, quand quelqu'un me parle d'une autre formation politique, Jean-Henri, je suis militant du RDPC, je le reste, je le demeure, je suis un soutien au président. N'en déplaise aux appels de votre voisin de Bien gauche. sûr, son excellence Paul Biya, c'est mon président national. Je le soutiens, je le soutiendrai toujours. Donc, cela dit, il faut que les gens évitent de faire des interprétations à la va-vite. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une situation d'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'on est proche de l'opposition. Non, c'est une situation que tout le monde connaît. Et par rapport à cette session extraordinaire, dont je pense à 2 points précis qui pourront éventuellement être inscrits à l'ordre du jour: l'accélération du processus de la décentralisation, le statut spécial des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Très bien. Joël Meyolo, est-ce qu'on peut envisager un statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sans passer par la modification de la loi fondamentale? Vous qui êtes un chercheur dans ce domaine-là, est-ce qu'aujourd'hui, la question, par exemple, des délégués du gouvernement au Cameroun ne devrait pas rejaillir pour qu'on supprime ces postes-là et qu'on aille véritablement vers la décentralisation? Mais encore que la décentralisation, je comprends bien, l'angle d'attaque, c'est le problème, c'est la présence déléguée du gouvernement. Mais je dois dire que l'article 66 de la Constitution prévoit que même dans le cadre de l'application, de la mise en œuvre de la décentralisation, il y aura toujours un délégué nommé par le président de la République. Et donc, ce délégué qui aura en charge le contrôle administratif, et bien, on sera toujours dans la configuration d'un individu qui sera nommé par le chef de l'État et qui visiblement aura un droit de regard sur le travail fait par des personnes élues, notamment le président de la région. Et donc, pour revenir à la question de fond, est-ce qu'au cours de ces sessions, on peut éventuellement penser qu'il y aura une révision constitutionnelle visant à supprimer ou à renforcer le pouvoir des présidents des conseils régionaux? Il me semble que la question la plus urgente et qui interpelle aujourd'hui, c'est la situation des régions du Nord et du Sud-Ouest. Et je crois fermement que cette convocation de la session extraordinaire portera pour l'essentiel sur le contenu du statut spécial qu'on devrait logiquement octroyer si on se réfère aux dispositions constitutionnelles, je vois l'article 50. Les articles 55 et suivants. Et donc, en principe, on va débattre demain, débattons demain, c'est le vœu que j'émets, débattons demain du statut spécial. Du statut spécial. C'est un souhait, vu le contexte actuel. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le statut spécial? C'est-à-dire que on dit statut spécial des zones anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce qu'on mettrait dans statut spécial? Bien, je ne peux que me référer à l'histoire et revenir à ce à quoi ressemblaient les zones, ce qu'on identifie aujourd'hui comme étant le nord et le sud-ouest. Il faut bien se dire qu'à l'époque, il y avait une assemblée des chefs qui était en conformité avec l'Indirect Rule qui était appliquée par la Grande-Bretagne dans cette zone-là. Il y avait une assemblée des chefs. Il y avait un ensemble de dispositions fiscales qui étaient, vous savez, la gestion à l'époque était, on peut l'assimiler à une gestion communautariste. Et donc, il me semble que on peut s'inspirer
de ce qu'il y a eu entre 1961 et 1972, le système de gestion qu'on avait au moment de l'État fédéral peut fondamentalement être une base. Donc il faut se référer, selon les termes de vos articles, à la réunification. Oui, il faut se référer à la réunification, il faut se référer à la conséquence de la réunification qui était l'État fédéral et le système de gestion. Parce qu'il faut quand même se dire que entre 1916 et 1961, il y a eu un système de gestion à l'anglaise du Southern Cameroun. Et là, on peut trouver éventuellement des bases importantes sur lesquelles on peut s'appuyer pour constituer les éléments qui pourront être identifiés comme étant le statut spécial. Très bien. Le MRC a refusé de participer au GDN, le Grand Dialogue National, mais il y a quand même des espoirs que vous nourrissez par rapport à cette session extraordinaire qui commence demain, et par rapport à la question anglophone. On sait que cela fait partie de vos préoccupations, notamment lors de la campagne électorale pour la présidentielle d'octobre 2018. Donc, le MRC est très préoccupé par cette problématique-là. Qu'est-ce que vous nourrissez comme espoir par rapport à ce statut spécial dont on parle relativement au nord-ouest et au sud-ouest? Jusqu'ici, on peut dire, enfin, je peux dire que c'est toujours des supputations, parce que l'homme qui a créé le grand dialogue, celui qui sait ce qu'il a dans la tête, celui qui sait ce qu'il a comme proposition pour le Cameroun. Mais en fait, si on veut rentrer dans des situations de 1960, ça voudrait dire même que le Cameroun n'a pas évolué, ou bien que ceux qui sont chargés de gérer le Cameroun n'ont rien pensé, c'est-à-dire n'avaient aucune vision. Parce que, vous savez, avant cette période, le Cameroun était Cameroun, on ne parlait ni anglophone, c'est-à-dire... quand le Cameroun, on ne parlait pas du Cameroun en tant que entité anglophone et francophone. Parce qu'il faut le savoir, 1984, c'est la naissance, c'est-à-dire que les Allemands ont dit, voilà le nom, voilà un Cameroun. Alors si de nos jours, on dit qu'il faut rentrer, je me dis qu'il fallait chercher à rentrer dans un Cameroun qui était sans anglophone, et on vivait bien. Parce que cette histoire d'anglophonie et francophonie, semble-t-il, c'est ça qui nous amène tous les problèmes. Ça, franchement, puisque regardez, le président Biya, qui est président de la République aujourd'hui, on le sait quand on parlait de conférence, on nous dit, ils sont peut-être 3 qui sont encore vivants, qui ont participé à la conférence de Fumbat. Et où arrivé, on a essayé de biaiser les choses comme nous l'avons vu, même au grand dialogue. Le grand dialogue, en fait, ça dit que c'est même... quand on parle de cette histoire, ça me donne les vertiges. Ça me donne les vertiges parce que on a fait le grand dialogue. Pourquoi? Il y avait un problème dans le sud-ouest et le nord-ouest. Depuis 2016. Les gens ont dit dialoguons comme on était allé à Fumbat, puisque en fait c'est ça, pour essayer d'arranger un certain nombre de choses pour le vivre ensemble. On dit il n'y a pas de dialogue. On dialogue avec qui? Ce débat a eu lieu en interne au RDPC, sur vos plateaux. On va dialoguer avec qui? Ainsi de suite. On ne peut pas dialoguer avec les maquisards, ainsi de suite. Alors, nous disons, ce qui est urgent pour les Camerounais, pour le moment, il faut que nos institutions puissent bien fonctionner de par les textes qui les garantissent. Est-ce que nous avons un problème de texte? Peut-être c'est l'occasion. Nous avons un problème de texte. Parce que je crois, vous avez, le docteur tout à l'heure a balbutié quand vous parlez de la Constitution. Nous ne pouvons rien faire sans toiletter, parce que la Constitution est en déphasage avec beaucoup d'autres textes. L'évolution de la République. Vous voyez? Parce que quand vous allez vers la décentralisation, vous comprenez qu'il faut toucher la Constitution. Vous allez vers n'importe quoi, vous comprenez qu'il faut toucher la Constitution. Parce que maintenant, là, c'est la navigation à vue. Très bien. C'est également votre opinion. La navigation à vue. La Constitution camerounaise est-elle en retard par rapport à l'évolution de la République du Cameroun? La Constitution a tout prévu. La Constitution du 18 janvier 1996 a tout prévu. Et si demain, au cours de la session extraordinaire, n'est-ce pas, qui va commencer, on nous annonce, n'est-ce pas, des choses par rapport à la décentralisation. Nous savons qu'il y a une loi de 2004, du 22 juillet 2004, qui porte sur les régions. Et s'il y a des modifications apportées, n'est-ce pas, au niveau des 2 régions du Nord et du Sud, cette loi de 2004 doit être complètement revue et corrigée. Et quand je dis qu'elle doit être revue et corrigée, c'est dans le cas d'application de la Constitution de 96. Vous comprenez? Ça dit que
tout cela tire ses racines dans cette constitution. Vous savez, depuis qu'elle a été rédigée, adoptée, révisée en 1996, cette constitution est encore actuelle. Elle n'était pas encore totalement appliquée dans toutes ses dispositions, jusqu'à tout récemment. Et quand on parle de la décentralisation, les communes étaient déjà fonctionnelles. Il n'y a que les régions qui ne l'étaient pas. Et maintenant qu'on va mettre sur pied les régions, il y a déjà des lois qu'on a votées là-dessus. On parle du statut particulier des deux régions, du Nord et du Sud-Ouest. Et à mon avis, puisque vous parliez du contenu tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas effacer tout d'un coup la vie commune que nous avons vécue avec nos compatriotes du Nord et du Sud-Ouest depuis 1961 jusqu'à nos jours. C'est vrai, la fédération a pris fin en 1972 et on a parlé de la République unie en 1984. Mais aujourd'hui, vraiment après plus de 50 ans de vie commune, il y a des choses qu'on se partage. Alors, c'est la raison pour laquelle, par rapport au contenu, au cas où, n'est-ce pas, on devrait parler du statut spécial des deux régions, dans le cadre de la session extraordinaire demain, on pourra peut-être parler d'une forte autonomie au niveau des régions, n'est-ce pas, des deux régions. C'est-à-dire, on peut envisager même la mise sur pied d'une assemblée territoriale dans le nord-ouest et d'une assemblée territoriale dans le sud. C'est des choses qui peuvent... Vous avez le droit de réagir, hein, M. Nouba. Joël Moussa nous a finalement rejoint. Peut-être que... C'est des choses qui peuvent entrer dans le contenu. Et ensuite, il y aura un président de région avec beaucoup de pouvoir. Si le président de la région du Nord-Ouest, le président de la région du Sud-Ouest, si ces deux présidents ont plus de pouvoir que d'autres présidents, n'est-ce pas, d'autres régions, puisque ces régions vont exister sur tout le territoire national, mais je dis avec cette spécificité que ces deux présidents de région peuvent avoir plus de pouvoir par rapport à l'autonomie, n'est-ce pas, qu'on va accorder à ces deux régions, c'est-à-dire l'autonomie au niveau de la gestion administrative, l'autonomie au niveau de la gestion financière. À mon avis, ce sera déjà un pas dans la recherche des solutions pour faire face à la situation qui prévaut dans les deux régions du Nord et du Sud-Ouest. Joël Moussa nous a finalement rejoint, M. Et par rapport à ce contenu, je voulais terminer en disant, oui. On devra prévoir également la nomination, en fait, la place d'un médiateur de la République qui doit veiller au quotidien, de jour comme de nuit, n'est-ce pas, au respect de la Constitution de 96. Parce que si on la modifie par rapport à ce statut particulier, alors il faudra quelqu'un qu'on appelle ombudsman, n'est-ce pas, sous d'autres cieux, et on pourra l'appeler un médiateur de la République qui va veiller, n'est-ce pas, au respect quotidien de la Constitution. Mais avec une forte autonomie pour ces deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce médiateur-là pourrait être Joël Moussa. Monsieur, bonsoir. On ne sait jamais si c'est... Et si on vous nomme un médiateur national et qu'on institutionnalise d'abord le statut à l'occasion de la session parlementaire? Non, là, ça serait une très grande charge pour moi. Mais donc vous n'avez pas besoin? Non, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'il faut revenir. Lorsqu'on parle de statut particulier tel que prévu par les dispositions pertinentes de la Constitution, qui est prévue explicitement, c'est-à-dire que selon les considérations particulières liées à certaines régions, on peut mettre sur pied des régions à statut spécial. Et il faut savoir que le débat de la Constituante, qui a débuté d'abord au lendemain de la tripartite, qui s'est d'abord interrompu avant que la commission soit réaménagée, pour recommencer ses travaux en 1994, c'était au lendemain de la tenue des deux All Anglophone Conference de 93 et 94, Buea et Bamako. Et dès le départ, et c'est pour cela qu'à partir de 1993, le SDF avait inscrit dans son programme politique le retour au fédéralisme pour pouvoir coller à la réalité des revendications des populations anglophones. Je parle là sous le contrôle de M. Simeon Numba, qui est un ancien du SDF, député du SDF. Ancien. Maintenant, prétendant député. Non, son parti n'est pas plus aux élections. Et c'est très dommage d'ailleurs. Deuxième chose, il faut savoir que la réalité de la colonisation n'a pas été la même dans le Cameroun francophone que le Cameroun anglophone, Cameroun oriental, Cameroun occidental. Les uns étaient dans ce qu'on appelle l'Indare Rule, qui donnait une plus grande marge de manœuvre à ce qu'on pouvait appeler les populations autochtones et locales par rapport à la politique d'assimilation française qui voulait faire de nous des petits Français. Ce qui fait que d'un côté,
vous aviez une capacité de prise en charge autonome des populations beaucoup plus importante en termes des besoins de première nécessité, l'école, le logement, les soins de santé, la voirie, les soins de santé, l'organisation des plantations, la production collective. C'est pour ça que vous voyez que les plus grandes coopératives qui sont devenues gouvernementales, telles que la CDC, etc., se trouvent dans ces régions, les PAMO, les consorts. Donc, la distribution de l'eau, par exemple, c'est pour cela que tout le problème s'est posé lorsque la SNEC a décidé de récupérer, par exemple, le patrimoine hydraulique des régions du Nord et du Sud. On appelait ça là-bas SNEC, comme le serpent. Parce qu'il disait que la SNEC vient les morts. On l'a surnommé SNEC. Ça s'est posé dans le cadre de l'aménagement des routes. Parce qu'avant, la direction des travaux publics connaissait qu'il y a, par exemple, la période des grandes plantations, des grandes semences, et déléguait certains ouvriers pour aller baliser les champs, remettre en état les routes, etc. pour que les populations. Dès qu'on a centralisé ces trucs-là à Yaoundé, les populations se sont retrouvées perdues. Donc il faut Qui plus est, il faut retourner à maintenant, le mode de délibération. Je vous prends un cas simple, la justice par exemple. Ce n'est pas pour rien qu'au départ, le problème c'était la justice et l'éducation. Le modèle éducatif anglo-saxon, le système éducatif anglo-saxon est totalement différent du nôtre. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Essono? Lorsqu'on conçoit l'épreuve de l'ENAM, ou du CUS, ou de Polytechnique, on conçoit selon la logique francophone, pas selon la logique anglophone, anglo-saxonne. Vous comprenez un peu. Même chose pour la justice. C'est-à-dire les règles de la common law, les règles de l'equity, qui permettent d'avoir une justice beaucoup plus accélérée, ne sont pas prises en compte. Donc, à quoi renverrait, je termine par là, bien entendu, je voudrais à quoi renverrait vous y arriviez, les régions à statut spécial justement? Ces régions-là renverraient à la prise en compte fondamentale. Ces éléments historiques. Voilà, de ces éléments historiques et socio-anthropologiques. Et ce n'est pas un fait de hasard si cela arrive au bout d'un processus de recrutement des greffiers d'expression anglophone, d'un recrutement spécial des auteurs de justice anglophones. On a lancé l'autre jour le recrutement des centaines de traducteurs anglophones et également la reconfiguration des affectations d'un certain type de personnel. Si vous avez observé les derniers mouvements et des enseignants et des magistrats et même le personnel de l'administration territoriale, si vous observez bien, on a eu tendance à renvoyer les populations originaires des régions anglophones dans leur localité d'origine. Je me dis que la session extraordinaire qui commence demain sera l'aboutissement de ce processus-là pour concrétiser sur le plan légal et constitutionnel l'ensemble de ces dispositifs décrétals et présidentiels. Alors, je vais interroger tout à l'heure le docteur Joël Mayolo, qui est historien, puisqu'il a soutenu une thèse sur ce coup-là avec le statut spécial des zones anglophones. Mais j'appelle M. Messi qui communique pour le RDPC. Est-ce que à l'intérieur de votre parti, vous vous dites le moment est venu de racler le poste de délégué du gouvernement? Alors, selon vous, faut-il le laisser continuer à prospérer, ou alors faut-il complètement l'enlever, ou alors dans une certaine mesure il va falloir commencer à voter le délégué du gouvernement? Je crois que la convocation d'une session extraordinaire du Parlement ne saurait se limiter à une question du vote du délégué ou non. Je crois que c'est plus important que ça. Et je crois que comme mes prédécesseurs tout à l'heure... Dans le grand ensemble de la décentralisation, oui, je crois que les enjeux sont plus importants pour qu'on s'attarde sur le délégué du gouvernement uniquement. Quels sont ces enjeux? Bien évidemment, mes prédécesseurs ont évoqué, vous savez, nous sortons du grand dialogue national qui a laissé les résolutions auxquelles, naturellement, le président de la République, chef de l'État, a promis de voir leur mise en œuvre en fonction des moyens et des opportunités. On peut supputer aisément à ce niveau-là. Donc, n'ayant pas parfaitement les projets de loi qui seront sur la table demain au Parlement, on peut aisément supputer, puisque à la sortie de la session ordinaire qui était consacrée au vote du budget, quelques jours après, on nous convoque cette session extraordinaire. On peut naturellement supputer sur de quoi sera faite cette session-là. C'est la question que je vous posais. Donc, il y a des enjeux de la décentralisation avec, vous savez que nous sommes dans un processus d'élection municipale et législative.
Et naturellement, les régionales vont venir. Donc vous n'avez pas forcément tort s'il y a des projets de loi qui vont toucher la décentralisation dans sa globalité. Tout à l'heure, il faisait allusion au statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc c'est de tout ça qu'il est question, peut-être renforcer les lois sur la décentralisation et naturellement voir dans quelle mesure ce qui est considéré pour vous, par vos RDPC comme un casse-tête avec le vote des délégués du gouvernement ou leur nomination, bien évidemment tout cela sera encadré par la loi. Donc moi je pense que le souci majeur pour tous les Camerounais en ce moment, c'est que des solutions soient données aux préoccupations d'un ensemble de Camerounais qui souhaitent un apaisement, qui souhaitent le retour à la normalité. 30 secondes avant, Je voulais dire que je voulais rassurer M. Manga que les délégués du gouvernement posent problème à tout le monde, y compris même dans son propre parti. Je parle là sous le contrôle de deux personnes de Bafoussam. C'est-à-dire qu'un député en fonction, un ancien député, tous deux de la MIFI, suivez mon regard. C'est-à-dire que les délégués du gouvernement, que vous soyez à Douala, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Garoua, à Bafoussam, à Bamenda, posent problème à tout le monde. Il est temps que le gouvernement prenne son courage à deux mains et mette fin à cette situation assez incongrue où des personnes nommées relevant de l'autorité préfectorale sont au-dessus des personnes élues et font la pluie et le beau temps, tout en se gaussant pas mal des préoccupations des populations, allant jusqu'à brimer les personnes élues. Vous avez vu le feuilleton de la commune urbaine de Yaoundé 6, où un délégué du gouvernement nommé a voulu à tout prix imposer un maire élu à la tête d'une municipalité. C'est de telles incongruités. Et parlant délégué pour délégué, quand vous lisez la loi de 2004, l'une des lois de 2004 justement, sur les régions dont parlait le professeur Kankou, vous voyez l'affaire de délégué régional auprès des régions là, qui reprend encore pour son compte l'ensemble des attributions des gouverneurs de région. C'est-à-dire, on change seulement de nom, on parle de gouverneur à délégué, mais au-delà du nominalisme, dans le fond, c'est la même chose qui reste. Il faudrait que, quand on dit qu'on avance vers la décentralisation, qu'on évite les faux fuyants avec les populations. Parce que, in fine, c'est une affaire de développement, parce que quelqu'un qui est nommé ne rend compte à personne. Vous voyez une ville comme Douala aujourd'hui, qui est une ville totalement sinistrée. Vous avez un délégué du gouvernement là-bas depuis des décennies, on vous vote des milliards chaque année. Son bureau se brûle même, il est incapable de l'arranger après 2 ans. Parce que il ne rend compte à personne. Aujourd'hui, Douala est une ville totalement invivable. Vous pensez que si ce monsieur-là avait un minimum de comptes à rendre, même au sein du RDPC, est-ce qu'il se comporterait d'une telle manière? Question à ce refrain. Dr. Joël Meyolo, est-ce que sur ce coup-là, l'histoire nous parle, l'histoire dont vous êtes un maître sur ce plateau? Oui, bien évidemment. Je voulais renforcer, aller dans le sens de Moussa Njoya, et corriger... Ou plutôt Njoya Moussa. Njoya Moussa. Tout ça, c'est blanc bonnet. Et corriger très rapidement l'ancien député Numba. L'une des causes de la crise anglophone, c'est le discours qui veut faire comprendre aux Camerounais que l'événement de 1961 est un épiphénomène. C'est l'un des problèmes fondamentaux au Cameroun. C'est de dire que 61 c'est rien. Avant le COM n'existait. Non. Avant le COM n'existait pas. Avant on avait un territoire sous protectorat allemand, puis un territoire sous mandat de la SDN, divisé, géré par la Grande-Bretagne et la France. Puis on a un territoire, le Cameroun français, sous tutelle entre 46 et 60 pour le Cameroun français, et entre 46 et 61 pour le Cameroun anglais. Et le 1er janvier 1960, il y a l'indépendance du territoire sous tutelle de la France. Et puis, en 1961, il y a la constitution du Cameroun, telle que nous le connaissons aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, avec 475 442 km². C'est ce Cameroun dont il est question aujourd'hui. Alors, nous renvoyer à l'époque allemande, ce n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui. On prenait dans les territoires au Gabon, au Tchad, en RCA. Vraiment, le Cameroun d'aujourd'hui, il est une émanation de ces textes fondateurs
il est géographiquement, il est politiquement situé et son existence commence le 1er octobre 1960. Il faut tenir compte de ces sanctions. C'est la raison pour laquelle il faut les Camerounais, est-ce que c'est pour la raison pour laquelle est-ce que c'est la raison pour laquelle je voudrais vous relancer, Joël Mayolo, est-ce que c'est la raison pour laquelle cette date-là que vous avez évoquée le 1er octobre est généralement considérée par les Camerounais d'expression anglaise comme la date devant servir de fête de l'unité entre guillemets nationale? Bon, disons que le débat est le suivant. Si on se réfère à la résolution 1352 du 16 octobre 1950, qui proposait les sorties, la cession à l'indépendance du modèle d'indépendance du territoire sous tutelle de la Grande-Bretagne, eh bien, il était dit: voulez-vous accéder à l'indépendance en vous réunifiant à la Fédération du Nigeria, ou voulez-vous accéder à l'indépendance en vous réunifiant à la République du Cameroun? Alors, légitimement... Non, l'anecdote raconte que le référendum en question, c'était le yes ou le non. C'était le plébiscite. C'était le plébiscite en 60, le 11 février 1961. Et donc, le plébiscite et les résultats du plébiscite ont été clairs. Le Southern Cameroun... C'était pas le yes et le oui. Non. Il n'avait pas choisi entre le yes et le oui. Non. Le Southern Cameroun, il n'y a pas de oui là-bas, puisque ça concernait uniquement le Southern Cameroun. Alors, le Southern Cameroun a choisi l'indépendance en se réunifiant au Cameroun. Donc, c'est légitime que le 1er octobre, qu'il y en ait qui pensent qu'il faut célébrer l'indépendance, mais qui ne peuvent pas penser. Or, et c'est le débat dans le livre, la proposition que je fais dans le livre. Mais si tu me permets, vous avez 30 secondes. Il y a l'honorable Nouma qui n'a pas parlé depuis un moment. Il faut faire une petite précision au champ. Oui. Parce qu'il y a aussi une confusion. Le diable se trouve dans les détails. Lors du vote de la résolution 1352, il avait été exclu la possibilité de l'indépendance du Southern Cameroun comme entité autonome, soutenu notamment par le bloc des non-alignés qui disait qu'il ne faut pas encourager la balkanisation de l'Afrique. Ça, c'est de deux choses. Il faut avouer qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez vos problèmes chez vous. Je n'ai pas de grande puissance. Vous bagarrez entre vous, venez chez moi. Vous divisez ma maison en deux. Et au moment que vous devez vous retirer, vous dites que vous avez fait un référendum entre mes enfants, ceux qui veulent rester dans ma maison et ceux qui veulent partir. Là, il y a quelque chose, et c'était la position du ministre Okala à l'époque, si vous vous en souvenez. Oui. Lorsqu'on a voté cette résolution-là en 59, parce que nous, on était déjà un territoire autonome largement avancé au Cameroun occidental. Mais on pourra organiser notre débat sur la question. On y reviendra. Et donc, je vais faire une précision. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Juste une précision pour dire que de l'histoire parlementaire, vous avez beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Le débat sur la fête nationale, l'unité. La fête, c'est l'unité. Il y a un gros débat sur la fête. Donc, le 20 mai 60. La fête nationale. La fête de l'unité. Fête qu'on a voulu, la fête de l'unité. Il y a un gros débat. Et moi, je suis ceux qui pensent que 1972 est un épisode qu'il faut rapidement effacer des consciences camerounaises. Très rapidement effacer des consciences camerounaises. Parce que ça va être paradoxal de donner un statut spécial au nord-ouest, au sud-ouest, en référence à la réunification, et de célébrer le 20 mai comme fête nationale, qui est en réalité un acte qui s'est opposé à la réunification. Le statut spécial ne veut pas dire la séparation entre le nord-ouest et le sud-ouest. Les autres régions. Nous avons 10 régions et des régions. Il peut y avoir également d'autres régions à statut spécial. En dehors du nord-ouest et du sud-ouest, il peut également y avoir d'autres régions. Jusqu'à présent, 200 régions bénéficient du décret. Vous dites bien jusqu'à présent. Jusqu'à présent, et la Constitution ne parle pas de 2 régions. Donc, il y a des bêtises comme pas dans les non-dits ici. Franchement, excusez-moi, c'est la fête nationale. Pour ça, je dis avant l'honorable Nouba, on vous a bien suivi. Tout dépend des spécificités. Un mot du professeur Kanke. Je voudrais quand même demander, n'est-ce pas, aux panélistes, de ne pas se quereller sur des questions dont on ne parle pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Moi, je crois que demain, à 11h, au niveau de l'Assemblée nationale, l'ouverture de cette session extraordinaire, on va nous fixer sur l'ordre du jour, parce qu'on ne peut pas commencer les travaux sans connaître l'ordre du jour. Donc, quand nous discutons, je ne pense pas que ça doit donner bien des querelles. C'est des espoirs qu'on voudrait nourrir. Honorable Nouba, à l'écoute de tout ce qui a été dit, le docteur Joël Mayolo estime que l'histoire nous parle. Pour le MRC et vous-même, l'histoire nous parle. Faut-il conférer un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest? Faut-il bannir le délégué du gouvernement auprès
des communautés urbaines. Votre opinion là-dessus, c'est quoi en termes de propositions, en termes de réformes qui pourraient être entreprises à l'occasion de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat? Je crois que pour ceux qui ont lu le programme politique du MRC, notamment le projet de société présenté par le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, pendant les présidentielles. Je crois qu'il y avait tout un programme, que ce soit sur le plan politique, économique, en fait, comment le MRC devait gérer le pays si on arrivait à nous confier les règnes du pouvoir. On devait vous confier? Le peuple camerounais, mais comment vous parlez de décrets? Peut-être chez vous, c'est les décrets qui placent les gens, parce que même votre président, il est arrivé par décret, vous le savez. Il est arrivé là où il est par décret. Et il n'a même jamais honoré la mémoire de celui qui l'a décrété comme président de la République. Je crois que c'est ça que vous voulez dire. C'est tout le statut spécial. Donc, c'est pour dire ceci. Le problème même de statut spécial, c'est non mon appréciation. Et même dans notre parti, c'est une forme de division. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez 10 régions. Parce que, et qu'on se lève même pour dire, bon, le grand dialogue, on veut faire. C'est-à-dire que c'est une autre incongruité, c'est une autre sorte de division. Non, c'est pas une incongruité, c'est non, franchement, c'est en conformité avec l'histoire du Cameroun. Je dis une fois de plus, ce discours qui tend à nier la spécificité du nord-ouest et du sud-ouest est dangereux. Mais, il est dangereux. C'est l'histoire du Cameroun qu'il faut pouvoir respecter. Mais attendez, quand vous parlez de l'histoire du Cameroun qu'il faut pouvoir respecter, donner le statut spécial au nord et au sud-ouest, et les autres régions, et jusqu'à nos jours, parce que quand nous crions le statut spécial, c'est pour ça que je n'ai pas, monsieur Djoya. Monsieur Numba, le président est pour le fédéralisme désormais. Est-ce que vous le savez? Vous me l'apprenez. Depuis hier. Vous me l'apprenez. Vous savez, chez vous, ça évolue. Mais je sais que chez nous, nous n'avions jamais été, c'est-à-dire nous avions toujours dit que c'est le peuple camerounais qui se prononcera le moment venu. D'accord, ça a changé hier soir. Non, monsieur Numba, ça a changé hier soir. Hier soir, ça a changé, ça a évolué. Bon, nous attendons. Le fédéralisme, c'est en référence à la et à la spécificité du nord-ouest et du sud-ouest qui était une entité sous administration britannique. En France 24, c'était à la télé. Non, je l'ai suivi. D'accord, merci pour la précision, Djoya Moussa, qui rappelle que la position du MRC désormais sur... non, mais je dis... Non, je vous en prie. Sachez-le... Je voudrais qu'on la Monsieur Djoya, je n'ai pas même fini. Sachez-le, moi, je suis un esprit libre. Je dis ce que je pense. Bien entendu. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin, c'est-à-dire que il y a mon frère qui a dit tout à l'heure là qu'il reste agrippé au RDPC. Moi, je peux, du moment, c'est-à-dire quittant de ce plateau, je dis que je ne suis plus de tel parti, je ne suis plus. C'est moi qui décide de ce que je veux faire. Mon avenir politique dépend de moi. Et tout parti politique au Cameroun, c'est les Camerounais qui s'y sont dedans. Vous comprenez? Oui. Donc je ne peux pas dire que quand vous dites là, c'est moi qui donne même à mon parti, monsieur. Vous devez le savoir. Il y a la discipline du parti. La discipline du parti, vous me connaissez, même à l'Assemblée nationale, je n'étais pas agrippé à ce genre de choses. On ne parle pas de discipline. Discipline du parti ne veut pas dire dictature. Quand on me dit que je ne suis pas là. La position de votre président a évolué. J'attends qu'il le rende officiel dans notre parti. Cette nouveauté-là sur ce plateau ce soir. Professeur Joseph Kanke, est-ce que au rang des préoccupations des Camerounais, au-delà des questions liées directement à l'élection, il y a d'autres qui ne sont pas liées à l'élection de façon directe? Les uns les autres ont souvent parlé du cours électoral. On a évoqué cela sur ce plateau ce soir, mais également de la question du mandat présidentiel. Devrait-il être un mandat ramené à 5 ans? Est-ce que l'élection présidentielle doit se faire à 2 tours pour donner vie à d'autres formations politiques? Une fois de plus, je vous ai dit qu'on est dans le cadre des supputations. Moi, je pense certainement qu'au cours du grand dialogue national, il y a un membre influent du bureau politique du RDPC qui a évoqué toutes ces questions-là. C'est-à-dire, il a parlé... Comment il s'appelle? Non, je parlerai du sultan Ibrahim Bouboudja. C'est-à-dire, c'est un membre influent du RDPC, membre du bureau politique, alors qui, dans son discours, a clairement dit qu'on pourrait, c'est-à-dire, il faut dire qu'on pourrait éventuellement, dans la recherche de différentes solutions aux problèmes sociopolitiques de notre pays, envisager la limitation du nombre de mandats présidentiels et même
la durée du mandat présidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 7 ans dans la Constitution, n'est-ce pas, renouvelable. Alors, on pourrait éventuellement parler d'un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Donc, on aurait L'élection l'élection à d'État. deux tours. Et il a même évoqué, n'est-ce pas, une élection présidentielle à 2 tours, puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'un scrutin majoritaire à 1 tour. Et là, il a évoqué la possibilité, n'est-ce pas, d'inclure dans la Constitution un scrutin majoritaire à 2 tours à l'occasion de l'élection, n'est-ce pas, du président de la République. Alors, ça veut dire qu'il y a ces questions qui peuvent être abordées, puisqu'on est encore dans le cas des supputations. Ça veut dire qu'à l'intérieur du RDPC, vous en parlez. On n'en parle pas, parce que si je dis qu'on en parle, ça j'engage le parti pour ça. Non, on n'en parle pas, mais je vous dis qu'un un membre influent du RDPC, membre du bureau politique, a évoqué cette préoccupation, qui peut être votre préoccupation, qui peut être la préoccupation d'autres Camerounais, même des Camerounais non militants du RDPC, des citoyens. Mais si vous aviez fait un congrès, c'est que vous On avez n'a parlé de pas tout fait ça. un congrès Depuis au cours 10 duquel ans. on a parlé de ça. Ben, le congrès, nous, on organise le congrès quand c'est nécessaire. Vous comprenez? Donc, vous On n'avez pas n'organise signé pas le texte congrès. du parti. Non, on n'organise pas le congrès comme vous le pensez. C'est-à-dire que quand le président national a besoin de résoudre, bien les militants expriment le vœu de résoudre un problème concret, on peut convoquer un congrès. Soit il peut être ordinaire, il peut être extraordinaire. Bien entendu. Et là, on règle les problèmes, n'est-ce pas, qui se posent à l'ordre du jour de ce Alors, congrès. j'ai bien Donc, envie de on peut savoir. évoquer cette question. Moi, je voulais rebondir sur la question de gouvernement pour vous dire que, toujours dans le cas des supputations, moi, je dis, le maire de New York est respecté parce qu'il est élu. Le maire de Paris est respecté parce qu'il est élu. Le maire je dirais, des grandes villes sont respectés parce qu'ils sont élus. Donc, on peut éventuellement Envisager, supprimer purement et simplement le poste de lieu de gouvernement pour qu'on ne soit désormais régi que par les maires élus. Vous comprenez? Parce que si je prends le cas de la Michi, par exemple, il y a 3 mairies d'arrondissement. Il y a l'Arzo Bafoussam 1er, il y a Bafoussam 2e, il y a Bafoussam 3e. Alors, les limites territoriales sont connues. Alors, si un maire à Bafoussam 1er, on sait jusqu'où il gouverne sa mairie. Si un maire à Bafoussam 2e, on sait jusqu'où il gouverne son arrondissement, c'est-à-dire sa mairie. Si un maire de Bafoussam 3e, on sait jusqu'où il travaille. On peut également dire que oui, on peut élire un maire, un délégué au gouvernement. Et là, pour l'élire, il faut déjà qu'il soit un conseiller municipal. C'est lever un beau matin pour prendre quelqu'un qui n'a pas sollicité les suffrages pour être conseiller municipal et dire voilà, on l'a, et puis tout le monde est candidat. Non, on pourra limiter la candidature à ceux-là Qui sont ont des conseillers déjà municipaux. été dans des listes de conseillers municipaux et qui peuvent, n'est-ce pas, se porter candidat au poste de délégué du gouvernement. John Moussa. Voilà, donc, En tout ça, ce sont fait, des sur le plan du supputations. développement, Bon, ce sont des supputations. sur le plan du Honorable Nouba, développement, en quelques qu'est-ce secondes. que le délégué du gouvernement apporte que le maire qui est élu et qui a l'obligation? Question à 0 francs. Hein? Ça va dans le même sens. La reddition Voilà, des comptes. c'est ce que Alors, je dis. John Il y a- Moussa. on peut soit supprimer le poste de délégué du gouvernement, soit Bien entendu, mais professeur. il n'y a pas de problème. John Et Moussa. on peut ne même plus l'appeler délégué du gouvernement, on peut l'appeler comme... Il ne peut Superman. pas être délégué du gouvernement, puisque ce n'est plus le puisque gouvernement qui il n'est l'a plus nommé par décret. Éventuellement un superman. C'est la Alors, John Moussa, lorsque vous écriviez le discours du sultan roi de Bamoun, Non, qui a donc été. Je n'écris pas ce discours. C'est pas vous qui avez. Non. C'est pas moi. Donc vous n'êtes pas d'accord avec. Non, c'est pas moi. D'accord. Vous avez fait une mauvaise entente. D'accord. D'accord. Mais. On peut évoluer. Ah, d'accord. Qui a écrit le discours du délégué des affaires, du sultan roi de Bamoun. Non. J'ai fait un livre entretien avec lui, pas de discours. Ah, d'accord. Continue. Il vous a fait quelques confidences. Vous avez dit sur la question du mandat présidentiel et l'institutionnalisation du poste de vice-président de la République. Non, je peux dire que c'est la position du sultan par rapport au nombre du mandat est connue depuis. Lorsqu'il y avait le débat sur la révision constitutionnelle, sa position était ni variée tout. Et depuis la tripartite, il a toujours adopté une position dit et le
dans leur propre pays. Et c'est une souffrance assez importante. Lorsque vous, aujourd'hui, on vous dit que vous ne pouvez plus vous rendre dans votre village à cause d'un certain nombre de troubles. Donc, il a estimé, je crois bien que il faut faire fi de toutes les considérations d'ordre personnel et partisan pour trouver la solution à ces problèmes. Et je me dis que le débat qu'il y aura demain à l'Assemblée nationale, la session qui pourrait avoir lieu. Non, l'avancée est d'abord notable. Vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, les députés SIF et les sénateurs SIF avaient dû faire un blocus à l'Assemblée nationale pour que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour. Bien entendu. Certaines personnes avaient estimé que non, il faisait du trouble, ils n'avaient pas raison de le faire, etc. Eh bien, 1 an et demi plus tard, on y est arrivé. Le souhait que tout le monde aimait, c'est que pour une fois, comme on y est arrivé, que les gens aillent au fond des choses. Qu'il n'y ait pas de sujet tabou. La forme de l'État est un moyen, ce n'est pas un fait en soi. J'aimerais aussi dire aux gens que ne pensez pas que dès qu'on va dire État fédéral, tous les problèmes vont se régler par un claquement de doigts. Sinon, le Nigeria serait un exemple en termes d'unité nationale, de sécurité, de gouvernance et de prospérité. On en est loin. Vous comprenez un peu? On nous a dit en 2011 que le problème au Soudan, c'était qu'il fallait séparer le Nord et le Sud. Et le Sud allait devenir un îlot de prospérité et de sécurité. Tout. Aujourd'hui, le Sud-Soudan est devenu un Capharnaüm où les Sud-Soudanais prient aujourd'hui de revenir avec leurs frères du Nord-Soudan, etc. Donc, je veux dire que la surenchère sur la forme de l'État, qu'il soit unitaire ou fédéral, ne sert à rien. Il faudrait que les Camerounais s'asseyent et cherche à trouver de manière fondamentale comment trouver des solutions à nos problèmes. Et je reviens à la question des délégués du gouvernement. Quand vous arrivez, quand vous arrivez à Bafoussam, si vous permettez, c'est pas bon. Oui, vous êtes d'abord arrivé en retard, c'est pas poli. Quand vous êtes à Bafoussam, les mêmes problèmes des trous que vous avez sur les routes, c'est les mêmes problèmes que vous avez à Bamenda. Ce sont les mêmes problèmes que vous avez à Bétois et ce sont les mêmes problèmes que vous avez à... Il y a donc des questions d'intérêt national. Le problème n'est pas un problème de anglophone, francophone, etc. C'est celui de la moralité et de la probité des gouvernants. Monsieur Messi, est-ce que le débat a cours au sein du RDPC, celui de l'âge du président de la République, qui pourrait ainsi être résolu, ce problème d'âge-là, par la nouvelle configuration en termes de cohabitation des institutions de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale et tout cela? Est-ce que le débat court au sein du RDPC? Gisèle Pierre-Essono, je vous connais un journaliste un peu sérieux. Je ne pense pas que cette question soit vraiment sérieuse lorsqu'on fait des supputations sur ce qui pourrait arriver à la session extraordinaire annoncée au Parlement dès demain. Je crois que la question de l'âge, lorsqu'on aborde des questions qui intéressent la nation, dans ce sens qu'il y a des problèmes ici et là, et comment on peut faire pour les résoudre. Vous nous ramenez des questions sur l'âge, je ne sais pas à quoi vous voulez vraiment en venir. Je veux donc parler de ce qui est plus sérieux, à savoir qu'est-ce qui pourrait arriver au Parlement demain comme projet de loi. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, sur la question du délégué du gouvernement. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de l'ordre du jour. C'est-à-dire que... Oui, nous faisons des supputations, puisque la session extraordinaire a un ordre du jour bien précis. Ça ne va pas dans tous les sens. Et il y aura certainement des projets de loi qui vont résoudre un certain nombre de problèmes que nous connaissons. Et c'est dans ce sens-là que nous abordons. Est-ce que le problème de l'âge du président est une question essentielle? Il me semble que non. Pour dire que la question du délégué du gouvernement, puisque vous avez insisté là-dessus, il faut déjà dire qu'on parle du délégué du gouvernement là où il y a plus d'une commune au Cameroun. Dans les villes qui ont plus d'une commune, il y a donc ce monsieur qu'on nomme qui essaie donc de représenter les communautés urbaines. Maintenant, donc, avec la décentralisation, est-ce que cela aura encore une place? Naturellement, cela va sans dire que les délégués du gouvernement n'existeront plus. On pourrait penser aux sortes de délégués de communautés, c'est-à-dire ceux-là qui ne seront pas les super-maires comme vous avez indiqué, mais qui pourraient être des sortes de porte-parole départementaux et puis des conseils régionaux. Je vous parle, vous aurez parlé du délégué du gouvernement. C'est-à-dire ceux-là qui sont au niveau des communautés, urbaines. Donc, la formule pourra être trouvée où on ne passera plus forcément
par un décret pour désigner celui-là qui pourrait répondre au nom des communautés. Donc, un délégué de communauté pourrait rapidement résoudre le problème. De cette décision de Le cette RDPC accompagne l'État dans la gestion de la nation, dans les transformations de la nation. Je n'ai pas fini, Gislain, s'il vous plaît, parce que quand les gens prennent parole ici, ils disent tout et rien, vous ne les arrêtez pas. Je voudrais également dire un mot. Je ne fais pas les débats de périphérique, je suis là pour communiquer sur des sujets très importants. Par rapport à l'historien, il a dit tout à l'heure que le statut spécial des régions du nord-ouest, du sud-ouest pourrait compromettre l'unité nationale. Par conséquent, le 20 mai que nous constituerait et tout. Donc, je voulais dire ceci, je vous en prie, ne parlez pas au nom des gens. Je vous dis, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé du 20 mai. Laissez-le donc aller jusqu'au bout, je vous en prie. Mais il est vraiment malade. Hein? Laissez les autres parler quand on vous laisse aussi parler. C'est ça aussi la discipline sur un plateau. Pour dire que... Je rappelle qu'il n'est pas militant du RDPC. Oui, mais nous devons nous respecter sur un plateau. Nous sommes d'abord des citoyens. Et vous avez mal compris ce qu'on a dit tout à l'heure. Monsieur Thuram Moussa, laissez-le aller jusqu'au bout, je vous en prie. Qui continue d'insister. Le statut spécial d'une région, encore que dans la Constitution, on n'a pas nommé des régions en question. Donc, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Et par rapport aux faits culturels, aux réalités sociologiques et historiques, il peut arriver qu'on dise que telle région, on lui accorde telle compétence. Par exemple, c'est de ça qu'il faut entendre par le statut spécial ici, et non une sorte de séparation avec les autres. Et c'est en fonction de la demande, en fonction des réalités, que chaque région pourrait également adopter ce statut. Pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, il nous semble que la conjoncture actuelle nous fait penser à un certain nombre de compétences. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a indiqué, parce que tout à l'heure, on a essayé d'investiguer ce qui pourrait constituer le contenu du statut spécial. Il a parlé du domaine judiciaire, l'éducation et la culture. On est revenu abondamment sur un certain nombre de faits historiques ici. Il est question tout simplement de les contextualiser et adopter un contenu un peu plus sérieux pour un vivre ensemble dans un Cameroun unitaire et dans l'intégrité territoriale. Tout à fait. Joël Meillolo, j'ajoute Joël Narcisse Meillolo. L'histoire du Cameroun, sur ce coup-là, vous, spécialiste des questions parlementaires, ça nous projette vers quoi? Je dis, si l'on parle de nord-ouest, il faut que ma pensée soit bien complète. Si l'on parle de nord-ouest et de sud-ouest aujourd'hui, si le président parle de statut spécial, s'il évoque les questions judiciaires, s'il évoque les questions éducatives, les questions socio-économiques, c'est parce que le président a bien conscience, et mieux que vous, le président sait que ces régions sont issues de la présence britannique. L'ancien Southern Cameroun. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas les loger enceinte. Et donc, c'est une restitution de l'histoire du Cameroun. C'est une restauration déguisée du fédéralisme. Et donc, il faut bien se dire que l'analyse que j'ai faite, je dis ceci. Se référant donc à cet épisode de l'histoire du Cameroun, de la réunification, l'octroi du statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest, qui est en réalité un retour à la réunification, à l'esprit de la réunification, se cohabiterait très mal avec le principe de la fête de l'unité qui est inspiré du 20 mai 72, qui mettait fin à l'esprit de la réunification. C'est une démonstration historique. C'est pas pour dire que désormais le nord et le sud-ouest seront séparés du Cameroun. C'est déjà compris. Très bien, merci. Alors, chacun va avoir 30 secondes. Nous allons vers la conclusion de cette émission. On commence par l'honorable Numba Simeon. Alors, au finish, quel est l'espoir que vous nourrissez si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous formuliez une proposition de loi portant sur quoi exactement? Qu'on reporte les élections. Pourquoi vous pensez à tout prix que nous voulons être candidats à une élection? Je vais vous dire que déjà... Chacun a 30 secondes pour que tout à fait. Nous ne soyons pas... Déjà, en mon temps, nous, dans notre groupe parlementaire de l'époque, nous sollicitions toujours que l'ordre du jour, que ce soit une session ordinaire, comme une session extraordinaire, que ce soit intégré d'office dans le communiqué du président de l'Assemblée nationale convoquant donc la session. Bon, vous voyez, avec la majorité obèse,
du RDPC au Parlement avec la gestion que nous connaissons. C'est-à-dire, chaque fois, on sort d'une session budgétaire. La loi même a prescrit que dès le 15 octobre de chaque année, la loi de finances doit être déposée sur la table des députés. Mais vous savez, même quand on a convoqué la session ordinaire, c'est-à-dire que c'est 15 jours après qu'on est revenu avec la loi de finances. Donc c'est pour vous dire que en ce moment, on ne devait pas être en train de supputer. Regardez, quand on nous envoie en mission parlementaire dans d'autres institutions parlementaires, nous voyons comment ça fonctionne. On rentre, on propose. Mais ça ne se fait pas ailleurs, ce n'est que chez nous là que ça se passe comme ça. Professeur Joseph Kanke, est-ce que vous souffrez de ce manque de clairvoyance et de clarté, de transparence même dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? Très souvent, vous êtes surpris? Je ne suis pas surpris par l'ordre du jour. Non, il demande souffrir. Nous sommes dans des... Il demande souffrir. Nous sommes dans des pratiques parlementaires. Est-ce que vous en souffrez? Il a dit souffrir. Non, souffrez pas du tout. Non, mais... L'ordre du jour, nous, on a pris 10 jours. La supputation. Nous, on a pris 10 jours pour examiner et adopter. Alors, 10 jours. Je dis bien 10 jours, mais on avait quand même... Vous n'en souffrez pas? On n'en souffre pas. Vraiment. Pour conclure, moi, puisque on est dans la conclusion. Bien sûr, oui. Donc, je souhaite que, à l'occasion de la session extraordinaire qui commence demain, que l'ordre du jour, n'est-ce pas, nous ramène la paix dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces deux régions ont été déclarées au Cameroun fiscalement sinistrées. Ce n'est pas bien. Par le Premier ministre, le chef du gouvernement lui-même, d'ailleurs. Aux recettes de l'État. Donc nous souhaitons que la paix retourne dans ces deux régions pour que les élections du 9 février 2020 se déroulent dans de sereines conditions. Joël Moussa, c'est une session extraordinaire pour la paix. Oui, ce que moi je voudrais dire, c'est que, je vais me répéter tout à l'heure, quel qu'en soit l'ordre du jour, pour cette session extraordinaire, il serait de bon ton que tous les acteurs concernés, gouvernement et parlementaires, instaurent un véritable climat de discussion franche et sincère. Et que chaque question inscrite à l'ordre du jour soit abordée sans esprit partisan. Que les gens n'aillent pas là-bas défendre les chapelles politiques, mais que ces personnes-là pensent d'abord au Cameroun. Parce que le sinistre que vit le Cameroun aujourd'hui, le professeur Kanke a oublié de dire que le budget a baissé pratiquement de plus de 300 milliards d'une année à une autre, alors qu'on est dans les défis d'émergence pour le 5% en moins. Monsieur Messi, le RDPC a déjà inscrit un certain nombre de faits par rapport à cette session extraordinaire. Le RDPC n'inscrit pas de faits aux sessions extraordinaires. Vous espérez quoi en 2 secondes? Nous pensons que le président a pris l'initiative de convoquer cette assemblée extraordinaire, cette session extraordinaire, et par là, comme a dit mon camarade du RDPC, que nous attendions que des projets de loi qui seront soumis au Parlement apportent significativement la paix et le mieux vivre ensemble dans pour le Cameroun. Narcisse Joël Moumeyolo, en un mot commençant, l'histoire est là, il faut bien qu'elle soit ravivée. Oui, il faut bien que dès demain, qu'on se projette, qu'on se dise quel est le Cameroun qu'on veut dans un siècle, dans 10 siècles. Et cela passe nécessairement par la prise en considération des spécialistes des sciences sociales du Cameroun. On va peut-être nommer secrétaire à l'Assemblée. Non, monsieur, je vous en prie. Infiniment merci à vous tous d'être venus. On avait l'honorable Simeon Numba, ancien député SDF, aujourd'hui candidat malheureux, pas malheureux, puisqu'il n'a pas fait... Candidat boycotteur. Merci infiniment à vous d'être venus. Le professeur Joseph Kanke est député à l'Assemblée nationale pour le compte du RDPC. Il va devoir reprendre une petite retraite. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Merci à Joël Moussa, le politologue. Merci à M. Messi qui parlait pour la communication du RDPC. Merci infiniment au docteur Joël Narcisse Meyol. Il est historien en tant qu'enseignant et spécialiste, bien entendu, des questions de l'histoire parlementaire du Cameroun. C'était le débrief de l'actu ce soir sur Canada International. Infiniment merci d'avoir suivi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 18h30. Restez en compagnie des programmes de Canada International. Bonsoir.